Ok, bon, je pense que là, on devrait avoir à peu près tout le monde. Alors, je reprends. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Moi, je m'appelle Cassandre, je travaille dans une association qui s'appelle Fertile. Je pense que la plupart d'entre vous voient un petit peu ce que c'est si vous êtes arrivé ici. Je vais revenir dessus un tout petit peu après. L'idée là, c'est que ce soir, c'est la première session d'une série de 5 sessions différentes qui ont pour objectif de parler de la culture commune, de comment créer une culture commune, un socle commun à l'intérieur d'une organisation, à l'intérieur d'un collectif. Et ce premier épisode, il est vraiment tourné autour de définir, pérenniser une culture commune dans une structure. Donc aujourd'hui, on est parti ensemble pour 1h30 sur ce sujet-là. En petit déroulé, comment ça va se passer? J'avais au début pour objectif de vous faire un atelier un peu plus en émergence, mais je pense que ça va être trop court finalement. Et je me suis rendu compte que j'atteignais les limites de mes connaissances en Zoom. Et du coup, que j'allais déjà faire un test plus simple. Donc, on va d'abord poser un petit cadre pour ce temps. Ensuite, je vais vous demander un petit peu de me partager ce que vous venez chercher ici, pourquoi vous êtes là. Et je vous présenterai un petit peu d'où je parle, de l'expérience fertile et d'où ça vient, en fait, ces notions-là que moi, j'essaie d'apporter. Et ensuite, je ferai une petite présentation et on aura des échanges en continu, donc avec un petit peu d'émergence. Et quand vous voulez poser des questions, des clarifs, ce sera l'espace au fur et à mesure. Et à la fin, si j'ai bien géré mon temps, peut-être qu'il nous restera un petit espace de questions-réponses plus ouvertes, plus large. Ensuite, on clôturera sur un petit temps de clôture. N'hésitez pas, tout le long, si vous avez des questions, à les écrire dans le fil de discussion et j'essaie de les regarder au fur et à mesure pour y répondre directement. Du coup, en petit cadre pour ce temps. Ce que je vous propose déjà, c'est d'essayer toutes et tous d'être dans une écoute active de ce qui va se passer. L'idée, c'est, pour moi, c'est un peu un gros saut dans le vide. C'est la première fois que je fais ça et c'est pas rien pour moi d'être face à une caméra. Et si je sens que vous êtes présente et présent avec moi, c'est super soutenant. Par contre, évidemment, ici, la loi des 2 pieds s'applique, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, si vous sentez que ça ne vous intéresse plus et que vous n'avez rien à apporter au temps, vous pouvez évidemment partir. Je ne vous force à rien. La deuxième chose, c'est la souveraineté, du coup, la loi des 2 pieds. C'est ce que je vous disais. Si vous sentez qu'en fait, le sujet, vous êtes déjà complètement calé sur ce que j'apporte et que ça ne vous nourrit pas, n'hésitez pas à partir. Troisième chose, c'est parler en son jeu. Ici, je vais vous inviter à chacun vous exprimer en votre nom, en partant uniquement de votre vérité, donc en essayant de ne pas utiliser le « on » ou le « les gens » et pas plaquer de vérité générale. Moi, en tout cas, je vais essayer de parler uniquement en mon nom, à partir de ma vérité à moi. En aucun cas, je ne vais vous apporter de certitude complètement fixe, complètement ancrée. Je vous fais uniquement un partage de mon expérience et de ce que moi j'ai appris au fur et à mesure de ma pratique. Et puis les 2 petites dernières, c'est le micro en mute si c'est possible, sauf quand vous prenez la parole, pour éviter qu'on ait des petits bruits de fond un peu intempestifs. Et la vidéo, c'est super chouette si vous pouvez mettre votre caméra pour qu'on puisse se voir. Par contre, du coup, j'enregistre, donc si vous ne voulez pas être vu, il vaut mieux l'éteindre. Et la dernière petite chose, c'est si jamais j'utilise un mot que vous ne comprenez pas ou qu'il y a quelque chose que j'ai apporté que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas non plus à me l'écrire dans le fil de discussion. Parce que je sais qu'à force de traîner dans les milieux d'intelligence collective et dans les milieux de la transition, j'ai attrapé un petit peu de novlangue. Et donc, ça m'arrive d'utiliser des termes pas super clairs pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des clarifications à ce sujet-là? Si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion. Je ne vois rien, donc je passe à la suite. Je vais vous demander... petite question. Merci d'avoir posé le décor, de rien.
Je vais vous demander un petit peu de me dire ce que vous venez chercher ici. Là, mon idée, ce n'est pas d'être complètement hors sol et de vous apporter d'un coup une conférence qui ne vous intéresse pas complètement. Du coup, si vous pouviez, dans le fil de discussion, m'écrire déjà l'association, le collectif, l'organisation dans laquelle vous êtes impliqué et potentiellement me partager une difficulté, un blocage que vous rencontrez dans ce groupe et qui vous donne en fait envie de suivre ce Zoom aujourd'hui. Voilà, donc, ou alors de me poser de toute autre façon votre intention. Qu'est-ce que vous venez chercher ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de ce temps aujourd'hui? Histoire que j'ai un peu une idée de ce qui est présent, comme ça je peux m'adapter et apporter les réponses les plus pertinentes. Donc, je vous laisse un peu de temps pour m'écrire ça. Ok, donc on a de l'habitat participatif avec potentiellement un manque de communication ou de méthodo et la recherche d'outils pour de nouveaux projets. Ok, envie de connaître un peu plus Fertile et d'approfondir les connaissances en intelligence collective. Un peu pareil que Nelly, des ressources. Je viens chercher des ressources et partage d'expériences. Je suis membre d'un conseil d'administration, d'un collectif de transition. Nous manquons de pratiques horizontales à mon goût et j'aimerais amener cette approche pour mieux orienter notre action et notre identité. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous pouvez même juste me faire des bullet points. Hop, hop. Bonjour, je monte un collectif en ce moment autour de la création d'événements et pédagogie sexpo. Ça part dans tous les sens. Besoin de clarifier un process, poser un cadre durable, bienveillant et inclusif. Ok. Sophie, membre actif, cofondatrice d'un tiers-lieu, mais milieu très nouveau pour moi, donc envie de plus de ressources. Ok, super. Bon, ben, on a encore un partage qui a été exprimé. Épicerie coopérative connaît des outils pour améliorer la collaboration et la communication. Ok. Bon, bah, c'est super. Merci pour ça. Ça marche bien avec ce que j'essaie de vous apporter, donc c'est cool. Vous êtes venus avec des intentions raccord avec ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Une fois. Ok, bon, bah, super. Merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à partager. Moi, ça me nourrit en tout cas pour la suite. Donc, pour toutes ces intentions, je vous conseille de suivre les 5 prochaines vidéos. Je vous en parle un petit peu plus à la fin. Mais je pense que ça fera sens. En tout cas, si c'est dans l'idée vraiment de construire un cadre commun, poser le cadre, c'est une première étape. Et toutes les briques qu'on vous présente après font sens aussi. Donc, je vous présente un petit peu qui nous sommes et d'où je viens, qu'est-ce que c'est que Fertile. Donc déjà, moi, je m'appelle Cassandre Bachelier. Je suis facilitatrice en intelligence collective et formatrice en posture de coopération. Alors, c'est plein de mots un petit peu compliqués, mais dans l'idée, mon travail, ça consiste principalement à observer comment fonctionnent les dynamiques de groupe et essayer d'accompagner les individus et les groupes à mieux fonctionner ensemble. Ça, c'est pour faire assez simple. Et je travaille en grande partie à Fertile. Fertile, sa raison d'être, c'est une école volante. C'est une école qui n'a pas de lieu fixe et dont la raison d'être, c'est d'encapacité et d'outiller un maximum de futurs ou actuels actrices et acteurs du changement à coopérer, à s'engager et à vivre autrement. Donc un autrement qui vise la résilience, l'impact, le sens et le respect du vivant, mais dont la définition et la mise en œuvre est propre à chacun. Donc ça, c'est notre raison d'être globale. Et pour servir cette raison d'être, nous, on a décidé en fait de se concentrer sur la création d'espaces d'apprentissage qui permettent globalement 3 choses. La première, c'est l'immersion, donc apprendre par le vécu grâce à un groupe. La deuxième, c'est l'exploration, en créant des ouvertures et des espaces de questionnement et de déconstruction. Et la troisième, c'est la formation, donc transmettre les clés et les outils de coopération. Donc pour ça, on a créé plusieurs modules de formation différents qui vont de 5 jours à 2 mois.
Et là, c'est la première fois qu'on fait un petit test pour voir ce que ça donne de créer des webinaires. Donc là, on teste ça avec Make Sense pour voir quel impact ça peut avoir et les retours que ça peut donner et si ça peut lancer des dynamiques derrière ou pas. Je présente rapidement aussi nos sources d'inspiration. Tout ce qu'on transmet à Fertile, c'est basé sur énormément de recherches et de collectifs qui font un travail incroyable depuis des années. Donc notamment l'Université du Nou, qui nous a vraiment beaucoup accompagnés pour nous former, mais aussi Thomas Dansembourg, le laboratoire du collectif, quoi d'autre, la théorie U, la permaculture. Bon, je vous laisse un petit peu voir tout ce qui est écrit dessus, mais l'une de nos plus grosses expériences, en fait, c'est la bascule. C'est-à-dire que nous, toutes les personnes qui travaillent à Fertile, on a d'abord évolué dans un collectif qui s'appelait La Bascule et qui fonctionnait en immersion. Donc, c'était un gros groupe réuni dans un même lieu, 80 personnes, dans un lieu un petit peu précaire. Et on a dû apprendre en fait à vivre, à fonctionner ensemble, un peu sur le tas. Donc, on est arrivé avec très peu d'outils. Et grâce à beaucoup d'acteurs, donc beaucoup de ceux-là qui sont inscrits dans cette fiche source d'inspiration, on a pu en fait au fur et à mesure créer un peu notre façon de fonctionner, expérimenter plein d'outils différents. Et c'est cela qu'aujourd'hui, on essaie d'apporter. Alors, le thème de ces 5 sessions, c'est définir et pérenniser une culture commune dans une structure. Alors, je vais tester, voir si avec 20 personnes sur un Zoom, on peut faire un petit peu d'émergence. Je n'ai jamais trop fait ça. Mais je vais tester. À votre avis, définir une culture commune, pourquoi c'est important dans un collectif? Qu'est-ce que ça permet? Et du coup, si vous voulez même prendre la parole, je pense que vous pouvez vous démuter tout seul. Donc, levez la main et prendre la parole au fur et à mesure. Je pense que vous pouvez lever la main avec les petits émoticônes qu'on voit quelque part. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qu'il pense de ça? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça permet de définir une culture commune dans un collectif? Pierrick, là. Vas-y, Pierrick. Moi, je ne t'entends pas. Ok. Yes. Ok. C'est bon, je t'entends là. Vas-y. Voilà, j'apprends Zoom aussi en même temps. Je continue d'apprendre Zoom aussi en même temps. Je suis pas toute seule. Il me semble que définir des termes communs, enfin au moins des termes en tous les cas, parler quand on dit un mot ou certains mots en tous les cas, que ça puisse dire la même chose pour les uns et les autres. Certains termes en tous les cas. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de limites auxquelles tu as pu être confronté à cause de ça, par exemple à la caserne? Alors, il y a des termes spécifiques auxquels je me suis un petit peu heurté au départ et que j'ai fini par comprendre, mais par exemple, inclusion, déclusion, enfin voilà, c'est des termes qui sont a priori, qui sont très spécifiques, mais il y a quelque chose qui me semble plus piège. Je n'ai pas d'exemple précis là, mais c'est des termes qu'on utilise tous les jours et qu'on pense être des termes communs et qui peuvent être des faux amis en fait, parce qu'ils ne veulent pas dire la même chose pour tout un chacun. Voilà, il me semble que... Alors, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais ça m'est arrivé bien des fois, déjà. Yes. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose d'autre? Hop, hop. Vas-y, hop, hop, t'es en muet si tu veux prendre la parole. Oui, c'est un peu long. Désolée. À cette question, je répondrai que c'est pour clarifier aussi la raison d'être du groupe et éviter des quiproquos à moyen et long terme dans un collectif. Voilà, clarifier les valeurs qu'on a en commun et qui nous motivent à faire du commun. Yes.
Ok, merci beaucoup tous les deux, toutes les deux. Du coup, poser une culture commune. On va aborder dans les 5 vidéos 5 sujets. Le premier, c'est la notion de cadre commun. Donc, comment je pose en fait des règles communes auxquelles tout le monde peut se rattacher. La deuxième, c'est l'importance de l'intention. Donc, c'est ce dont tu parlais un peu, Hop Hop. Je ne sais pas quel est ton prénom du coup, mais je vais m'arrêter à Hop Hop. Et donc, cette notion de comment est-ce que je pose une raison d'être à l'intérieur de mon collectif à laquelle tout le monde s'accorde et comment est-ce que je comprends la différence entre mon intention personnelle et l'intention du projet. Donc ça, c'est ce qui va être abordé dans la deuxième partie. Ensuite, c'est la notion de culture du cercle, comment est-ce que je peux fonctionner en cercle et apprendre un vocabulaire commun de gestes. La troisième, c'est la culture du feedback. Comment est-ce qu'à l'intérieur d'un groupe, je peux instaurer cette culture commune de me faire grandir en tant que collectif. Et enfin, la dernière, c'est les gardiens rituels qui permettent à ce collectif de pérenniser tout ce cadre commun. Parce qu'une fois que je l'ai posé, comment est-ce que je fais en sorte qu'il reste vivant sur du long terme? Donc ça va être les 5 étapes. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est vraiment aussi important? C'est ce que je veux partager un petit peu avant. À la bascule, moi, j'ai appris une culture grandement inspirée de l'Université du Nou. Et en 8 mois en collectif, ça a été un gros chaudron et elle a pris une teinte qui était vraiment propre à la bascule. C'est-à-dire qu'au bout de 8 mois, tous ensemble, on parlait comme des aliens. On avait vraiment notre langage, notre vocabulaire. On faisait des gestes dans tous les sens. On avait des modes de réunion, de fonctionnement qui nous étaient hyper particuliers. Et il y avait énormément de choses qui nous apparaissaient être des évidences, en fait. C'était devenu une évidence pour tout le monde que quand on fonctionnait dans un groupe, il fallait parler en son jeu, que évidemment que on levait la main pour prendre la parole. Tout ça, c'était devenu en fait tellement habituel, tellement quotidien, que le moment où moi, j'ai commencé à intégrer de nouveaux groupes, de nouveaux collectifs, de nouvelles organisations, je me suis confrontée à « Ah ben non, en fait, ces codes-là, ils ne sont pas du tout évidents. » C'est-à-dire que c'est des codes que moi, j'ai mis en place à l'intérieur de mon collectif, mais à l'extérieur, en fait, plein de personnes ont des langages différents. Et malgré ma meilleure compréhension des dynamiques de groupe après tout ce travail, en fait, il fallait quand même que j'apprenne à parler la même langue que chaque nouveau collectif que j'allais rencontrer et à créer un langage commun avec chaque nouveau collectif que j'allais créer. Et la première partie de ce langage commun, pour moi, du coup, c'est de poser un cadre commun. Alors, est-ce que, déjà, quand je parle de cadre, qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Pareil que tout à l'heure, si vous voulez répondre à cette question-là en levant la main. Quand je parle de cadre commun, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont motivées? Ah, ok, Julia. Bon, tant pis, je me lance. Donc, vas-y, Pierrick. Oh, voilà. Tu me sauves la mise ce soir. Je vais tenter. Un cadre commun, un espace de liberté, un cadre commun, pour moi, c'est, de ce que j'ai compris, ce serait définir comme des cloisons, en fait, comme des lignes rouges qui permettent l'expression de la liberté, justement. Enfin, c'est ce qui permet de prendre soin de l'autre, de savoir jusqu'où il veut ou il peut aller. Et ça me permet de pouvoir m'exprimer avec plus de sécurité moi-même, puisque je sais où est-ce que lui veut s'arrêter ou peut s'arrêter. Ok, merci. Ouais, une définition super intéressante. J'en ai 2 autres dans le fil de discussion, et dont une qui me parle beaucoup, Mathilde, un terrain dont les limites sont définies et dans lequel on peut s'amuser à l'intérieur. Donc, ça vient bien compléter ce que tu apportes, Pierrick, cette notion de, en fait, j'ai conscience des limites dans lesquelles mon groupe veut se développer. Et alors, par contre, donc l'apport de Julia, valeurs et gouvernance, ça, pour moi, ça vient donc effectivement dans une culture, la création d'une culture commune, mais moi, ce n'est pas ce que j'intègre dans la notion d'un cadre. Mais c'est ma vision du cadre et celle que j'ai envie de vous présenter là. Poser un cadre, pour moi, un cadre commun,
c'est vraiment poser un espace. Donc, moi, j'appelle ça un espace de liberté. Donc, c'est poser le socle sur lequel on va tous fonctionner. Et je comprends en fait de façon beaucoup plus explicite quelles sont les règles de fonctionnement pour tout le monde. Poser un cadre commun, donc compris par tous et auquel chacun et chacune adhère, c'est l'étape qui m'apparaît moi la plus prioritaire, celle que je pose au début de chacune de mes formations, chacune de mes animations. Donc quand on a commencé, je vous ai posé un cadre pour ce temps. Le cadre que j'ai posé, c'était parler en son jeu, utiliser sa souveraineté, je ne sais plus ce que je vous ai posé d'autre, écoute active, curieuse et bienveillante. Donc ça, pour moi, ça va être le cadre dans lequel on évolue. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? Je considère que dans la plupart des espaces où j'évolue, il y a déjà un cadre. Mais ce cadre, il est implicite. C'est-à-dire que si j'arrive dans une entreprise, il y a un cadre qui est posé, enfin, qui n'est pas posé justement, mais qui a lieu. Par exemple, les règles implicites, ça va être que tout le monde peut se couper la parole. Une autre règle implicite, ça peut être que une femme va parler 50% de moins qu'un homme. Une autre règle implicite, ça peut être que pendant une réunion, je peux être sur mon ordinateur. Ce ne sont pas des règles qui sont écrites en gros sur la devanture de l'entreprise. Mais c'est quand même des règles qui ont cours. Le problème de ces règles qui ne sont pas connues, il y en a plusieurs. La première, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas ces règles, donc par exemple quelqu'un qui vient d'un milieu social où il n'a pas appris les bonnes manières de s'exprimer à son patron, ou alors quelqu'un qui n'a pas compris que s'il donnait son avis tout le temps de façon très personnelle, en fait, il ne serait jamais pris au sérieux. Notamment, c'est souvent le cas chez les femmes qui partagent des expériences plus personnelles, qui justement parlent en leur jeu beaucoup plus facilement que les hommes, et qui sont donc souvent taxées de parler de choses moins importantes, moins générales, parce qu'elles vont entrer dans plus de détails. Donc ça, c'est un peu une généralité, mais un peu pour poser cette idée-là. Donc, si je n'ai pas conscience du cadre implicite, en fait, je vais être... comment dire ? Je vais avoir moins de chances que les autres de m'intégrer vraiment dans la conversation, de m'intégrer vraiment dans les prises de décision. C'est fou comme parfois le cadre peut abandonner la liberté. Exactement. Donc, en fait, une fois que, à cause de ce... Donc, excusez-moi, je reprends. Donc, cadre implicite, ça pose plusieurs problématiques. Donc, cette première problématique de tout le monde n'est pas au courant des mêmes règles. Et la deuxième problématique, c'est que comme je n'ai pas conscience des règles, elles peuvent être déjà complètement injustes, ne pas permettre grand-chose, et en plus, personne ne peut s'y référer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je peux dire, mais attendez, là, on sort de notre cadre de règles. C'est comme ça. Parce qu'en fait, les règles ne sont pas rendues visibles. Moi, potentiellement, si les règles dont je vous ai parlé là au début, tout le monde peut se couper la parole, les femmes ont moins le droit de parler, les personnes les plus âgées ont plus d'autorité. Si ces règles-là étaient affichées à l'entrée d'une entreprise, moi, jamais j'irais fonctionner là-dedans. Jamais je n'accepterais de fonctionner de cette façon-là. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important en fait, de poser un cadre explicite. C'est-à-dire de rendre visibles les choses qui sont déjà présentes. Pourquoi je vous explique tout ça ? Parce qu'en général, quand je commence à poser un cadre, on me dit bah ouais, mais là, je vais être super enfermée, je ne vais plus oser m'exprimer, je ne vais plus pouvoir parler avec enthousiasme, il ne va plus y avoir de spontanéité. Une fois qu'on a imposé un cadre, tout le monde est toujours en train d'essayer de parler en CNV, et puis c'est compliqué. Et en fait, moi, j'aime bien rappeler ça. En fait, poser un cadre, ce n'est pas créer un carcan, c'est rendre visible quelque chose qui, en réalité, existe déjà, mais qui n'est pas rendu explicite. Excusez-moi, donc en CNV, en communication non violente. Ouais, Nicolas, en communication non violente, CNV. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça un espace de liberté, parce que pour moi, c'est un espace qui, en fait, permet beaucoup plus qu'il n'enferme. L'objectif de cet espace, c'est de créer un espace de confiance et de partage, où chacun va pouvoir se livrer avec justement plus de franchise, plus d'honnêteté, plus de confiance, parce que j'ai confiance que toutes les personnes sont en conscience de ce cadre et que du coup, chacun va en respecter les limites. Chacun partage les mêmes règles de fonctionnement et peut s'y référer. Alors, il y a plein de cadres différents et en fonction du contexte et de la temporalité, on peut poser plein de cadres différents.
Donc, par exemple, moi, le cadre que je vais vous présenter, c'est vraiment celui de Fertile, celui qu'on a développé et étudié depuis 2 ans. Mais l'Université du Nou a un cadre différent et chaque collectif, en fait, plein de collectifs développent des cadres différents. Parfois même sans y donner ce nom-là. Donc, on peut avoir des personnes qui vont appeler ça un cadre de confiance, on peut avoir des personnes qui vont appeler ça un cadre de sécurité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de noms différents pour parler de ça. Et là, le cadre, je vais vous l'apporter dans son entièreté, donc un cadre vraiment complet. Mais vous pouvez aussi utiliser un cadre beaucoup plus petit. Donc là, par exemple, pour cet espace-là d'1h30, je vous ai apporté un cadre tout petit avec seulement 4 règles. Donc, c'est aussi vraiment adapté en fonction du contexte. Le cadre que je vais vous présenter, pour nous, il prend la forme de cadre, donc avec des visuels qui sont pour moi vraiment plus soutenants. Ça permet de parler à plusieurs intelligences, donc avec les mots et avec le visuel. C'est des concepts très, très simples. Un seul mot par un mot à 3 mots pour chaque carte. Et l'idée, en fait, c'est d'aller mettre de la vie derrière ces concepts au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça va être des mots un peu larges qui font écho à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais l'important, c'est que chaque collectif, en fait, vienne mettre du fond derrière ça, vienne mettre de la vie. Il faut que le collectif, en fait, se l'approprie. C'est-à-dire que, par exemple, si je pose le terme bienveillance, que je vais vous apporter juste après, chaque personne va mettre une définition très, très différente dessus. Donc, l'important, c'est d'apporter ce cadre, mais d'y mettre beaucoup de vie derrière chaque carte. Je suis désolée, c'est vraiment pas facile pour moi de faire ça, en fait. C'est la première fois que je fais ça devant un écran et je sens que je me perds un petit peu. Et du coup, si jamais je suis vraiment pas claire, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de reprendre. Merci. Alors, je vous présente, là l'idée c'est que je vais vous présenter un peu les cartes au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir une vision globale du cadre le plus rapidement possible et qu'on puisse ensuite en tirer un peu les billes. Les 4 premières cartes, ce sont celles que moi je pose à peu près à chaque fois que j'anime, parce que pour moi c'est vraiment la base, c'est les plus importantes. Donc la première, c'est parler en son jeu. Merci tout le monde, ça me touche beaucoup de vous me disiez ça. Donc je reprends. La première, c'est parler en son jeu. Donc pourquoi elle est importante celle-ci? Moi, c'est quelque chose qui peut m'activer très très facilement dans un groupe quand j'entends quelqu'un dire on. Par exemple, voilà, on est tous fatigués et donc il faut qu'on arrête ce temps très très vite. Et en fait, même si à la limite, je suis d'accord avec lui, je sens qu'il y a des personnes fatiguées et que potentiellement il faut arrêter ce temps. Moi, ma réaction, ça va être de me dire oh, mais attends, mais moi je ne suis pas du tout fatiguée, pourquoi tu m'inclus dans ta pensée? Ou alors, on est tous d'accord que la politique, c'est essentiel. Attends, peut-être que moi je ne suis pas d'accord avec le fait que la politique, c'est essentiel, je ne me sens pas du tout concernée par ça. Et en fait, au lieu d'être dans une écoute active de ce qu'il est en train de me dire et d'essayer de le rejoindre dans ce qu'il m'apporte, je vais être dans une réaction tout de suite de oh, bah non, je ne suis pas d'accord avec toi, attends, je veux prendre la parole, j'ai envie de réagir, j'ai envie de donner mon point de vue, j'ai envie d'être sûre qu'on ne m'inclut pas dans cette pensée-là. Donc déjà, si l'autre parle en on, ça va créer ça. La deuxième chose, c'est que parler en on, c'est aussi potentiellement une façon de repousser en fait la responsabilité sur l'autre ou une responsabilité un petit peu dans le néant. C'est-à-dire que, par exemple, je peux dire on se rend bien compte que quand on n'est pas à l'écoute, on ne peut pas aller au bout de la discussion parce qu'on essaie toujours de convaincre. Bon, du coup, là, j'ai parlé en on. Et moi, je n'ai pas vraiment entendu que ce message s'adressait aussi à moi-même. Alors que si je dis je, donc je prends la même phrase, je me rends bien compte que quand je ne suis pas complètement à l'écoute, je n'arrive pas vraiment à rejoindre l'autre dans ce qu'il me dit. Bah là, tout de suite, je vais beaucoup plus me responsabiliser dans ce que j'apporte. Et je vais bien plus prendre conscience de ce que je viens de dire. Du coup, parler en jeu, c'est aussi une façon de reprendre conscience de ce que j'apporte. Et enfin, la dernière chose, c'est que parler en jeu, ça me permet d'être toujours dans une vérité. Parce que ce que je pense, ce que je ressens, c'est une vérité. Si je mets un E au milieu d'un cercle, il y a une personne qui va pouvoir voir un 3 de mon côté. En face de moi, il va voir un E. De l'autre côté, il va voir potentiellement une paire de fesses. Et de l'autre côté, il va voir des montagnes.
Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette image-là. Imaginez un petit 3 au milieu. D'un côté, on va voir un 3, de l'autre côté, un petit E, de l'autre côté, des montagnes, de l'autre côté, une paire de fesses. Donc, en fonction de chaque point dans le cercle où on est, on ne va pas avoir la même vision des choses. Par contre, moi, quand je dis « moi, ce que je vois, c'est un E », et quand la personne en face de moi me dit « moi, ce que je vois, c'est un 3 », on a tous les deux raisons. On a toutes les deux raisons. Par contre, si j'affirme « on voit tous bien que c'est un E », là, j'ai moins raison. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi important en fait d'utiliser le parler en son jeu et de le poser dans un collectif. Moi, c'est vraiment l'une des premières choses que je vais apporter. Ça permet vraiment de réduire l'activation et de responsabiliser chaque personne présente. La deuxième chose que j'apporte en général, c'est l'écoute active, curieuse et bienveillante. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été apporté très très fortement dans l'éducation, je vais dire, républicaine. Moi, j'ai beaucoup appris à défendre mon point de vue, argumenter. Et en fait, quand l'autre me parle, mon premier réflexe, ça va être de commencer dans ma tête à faire tous les arguments de comment est-ce que je vais lui répondre, comment est-ce que je vais détruire ce qu'il vient de dire, comment est-ce que je vais répondre à tel argument et montrer que moi, je sais tel truc et que moi, je sais tel truc et que je sais tel truc. Me mettre dans une posture en fait, de complète écoute, de me dire ok, en fait là, j'ai pas besoin de réagir à ce que la personne me dit. J'ai pas besoin de réfléchir à tel argument, tel argument, tel argument. Je peux juste me dire, ok, j'accueille ce que l'autre me dit de façon complètement présente, curieuse, et je vais juste essayer de le rejoindre là où il est, d'essayer d'enfiler en fait ses lunettes à lui, de mettre à l'intérieur de ses chaussures et de voir à quoi ça ressemble dans sa vision, dans son mode de pensée. L'écoute bienveillante, c'est aussi une posture. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans une réunion et qu'il y a 3 personnes qui sont sur leur ordi en train de taper quelque chose, je n'ai pas l'impression qu'on m'écoute vraiment avec bienveillance. Une écoute bienveillante, donc, c'est aussi avoir un soutien dans la façon dont je me tiens en fait face à la personne. Et pour ça, moi, j'aime bien juste interroger la personne à qui j'apporte cette notion sur toi, quand tu parles, quand tu t'exprimes, qu'est-ce que tu aimes bien avoir en face de toi? Donc là, typiquement, pour moi, c'est pas facile d'avoir un écran en face de moi parce que quand j'ai un être humain qui me regarde, dont je peux voir les réactions, les gestes, je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus écoutée. Ou par exemple, quand je suis juste avec une personne et qu'elle se penche un petit peu vers moi et que je la vois qu'elle me regarde, en fait, elle n'est pas en train de tapoter sur un ordinateur ou sur un portable, je me sens beaucoup plus écoutée. Et donc, c'est une façon aussi intéressante d'apporter cette notion d'écoute bienveillante. Dans la pratique, ce que j'aime bien faire pour un groupe, c'est, une fois que j'ai posé cette carte-là, très, très rapidement, leur faire vivre un exercice d'écoute bienveillante, et d'écoute active, curieuse et bienveillante. Pour ça, un petit exercice qui est très facile, c'est de les mettre en binôme, à 2, et de leur poser une question. Alors, ça peut être, en général, moi, si c'est au tout début d'une animation ou d'une réunion, je vais leur demander de faire ce que j'appelle une météo, c'est-à-dire juste répondre à la question « Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens ?» Et pour encourager, pour soutenir en fait l'écoute active, curieuse et bienveillante, ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter leur temps. Donc, il y en aura un qui va parler pendant 2 minutes et l'autre qui va se taire et écouter. Et ensuite, l'autre qui va répondre à la même question pendant 2 minutes et se taire et écouter. Et il n'y aura aucun espace de réaction. Et ça leur permet en fait d'expérimenter très très rapidement ces 2 premières petites règles, c'est-à-dire parler en mon jeu, donc parler de moi, uniquement de ce qui part de moi, et avoir cette écoute active, curieuse et bienveillante. Troisième petite règle que j'apporte, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est vraiment cette idée de « je suis souveraine dans mon royaume ». Qu'est-ce que ça veut dire souveraine dans mon royaume? Ça veut dire que j'ai cet espace de base qui est mon être à moi, mon corps, mes décisions, à l'intérieur duquel je peux prendre absolument toutes mes décisions. C'est un rappel un peu que je peux toujours choisir. Mes choix ont des conséquences, mais je peux toujours choisir. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'essaie vraiment de cultiver à l'intérieur des collectifs. C'est-à-dire qu'il y a des milieux hiérarchiques où le choix est beaucoup plus complexe,
Mais moi, à l'intérieur des collectifs dans lesquels j'évolue, j'aime bien vraiment reposer cette notion de souveraineté, c'est-à-dire que si je sens que là, un temps n'est pas juste pour moi, je peux choisir de partir. Ce que je trouve très soutenant là-dessus, c'est la notion de la loi des 2 pieds. La loi des 2 pieds, ce n'est pas juste quand j'en ai marre, je m'en vais. C'est cette idée que quand moi, le temps qui est présent ne m'apporte plus rien et que je n'ai plus rien à apporter à ce temps, les deux sont importantes, je peux partir, je peux quitter l'espace. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Vous pouvez les poser dans le fil d'actualité ou lever la main carrément, comme ça je le vois plus rapidement sans avoir à lire. Troisième petite carte, la bienveillance. Bienveillance envers moi-même, déjà. La première personne avec qui j'ai des rapports violents en général, c'est moi-même. Donc, comment est-ce que je peux faire ce travail d'écoute, de compréhension de moi-même pour accepter mes failles, accepter mes jugements envers moi-même, accepter mes limites, que ce soit physiques, éthiques ou autres qui pourraient m'empêcher en fait de faire des choses dans un collectif. Bienveillance envers moi-même, bienveillance envers les autres, compréhension que chaque personne en face de moi ne peut pas être un super-héros et que donc il, elle a ses propres limites. Et la troisième chose, c'est bienveillance envers mon environnement, envers ce qui m'entoure. Et donc là, encore une fois, la bienveillance, il va y avoir énormément de définitions différentes. Moi, celle qui me parle le plus, celle qui résonne le plus pour moi, c'est l'idée de me regarder, regarder les autres, regarder ce qui m'entoure avec le cœur. Et ça peut paraître un peu bateau, mais c'est la définition, en tout cas, moi, qui me parle le plus. Ce qui est puissant, en fait, c'est de venir nourrir avec votre collectif la définition que vous mettez derrière ça. Donc ça, c'est pour lire 4 premières petites cartes. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus ? S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. On pourra prendre plein de questions après, à la fin alors. Ok. Les deuxièmes cartes, ces deux-là, je les utilise vraiment... Ah, attendez, je regarde. C'est clair pour moi, super. Ces 2 cartes, je les utilise vraiment avec parcimonie parce qu'elles peuvent brider un groupe. Là où je vais les poser en priorité, en général, ça va être quand je me retrouve avec un groupe d'hommes de la cinquantaine qui ont l'habitude de parler beaucoup, très, très longtemps et de beaucoup s'écouter. Dans ces moments-là, souvent, ça va être l'une des premières règles que je vais poser. Parler avec intention et l'énergie de la flèche. Donc, je vous les explique et après, je vous explique à quel moment éviter de les poser justement et à quel moment faire apporter ça un peu avec parcimonie. Parler avec intention, c'est vraiment cette idée de comment est-ce que je peux m'interroger avant d'apporter ce que j'ai envie d'apporter. Est-ce que c'est l'espace ? Est-ce que c'est le moment pour apporter cette donnée ? Si oui, c'est l'espace, génial. Déjà, j'ai validé mon premier point. Est-ce que la façon dont je vais l'apporter est la plus pertinente possible ? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de l'apporter ? Moi, c'est les 3 questions que je me pose avant de parler. Il y a un petit mémotechnique pour ça que j'aime bien. C'est wait. Donc, wait, en anglais, ça veut dire attendre. Et si vous le décortiquez, ça peut aussi dire why am I talking ? Et du coup, ça veut dire pourquoi est-ce que j'ai envie de parler ? Wait, c'est un super moyen de se souvenir de parler avec intention. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler ? Est-ce que là, j'ai envie de prendre la parole parce que je sens que j'ai vraiment besoin de réaffirmer mon autorité à l'intérieur de ce groupe et j'ai l'impression que si j'occupe de l'espace, du temps de parole, ça va affirmer mon autorité sur le groupe. Est-ce que là, j'ai envie de prendre la parole parce que j'ai envie d'écraser la personne qui vient de parler et de lui montrer que je sais mieux ? Est-ce que là, j'ai envie de prendre la parole parce que j'ai besoin de me sentir valorisée ? Est-ce que là, j'ai envie de prendre la parole parce que je me sens gênée ? Parce que je me sens mal à l'aise dans ce groupe et du coup, j'ai besoin de reprendre une certaine légitimité ? Est-ce que là, je prends la parole parce que c'est dans ma tête et que, hop là, je sens que ça va passer et en fait, j'ai la flemme de le noter, alors je préfère le dire maintenant, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le temps qui est là. Ou est-ce que je prends la parole parce que je sens que là, maintenant, tout de suite, ça va nourrir le groupe et ça va être pertinent ? Est-ce que je prends la parole parce que je sens que c'est un moment qui peut être potentiellement vraiment inspirant pour le collectif ou nourrissant pour le collectif ?
Donc, c'est prendre le temps en fait, de se poser ces questions-là. Donc, évidemment, en accéléré, vous ne prenez pas un quart d'heure avant chaque prise de parole, mais se dire, OK, je prends 2-3 respirations. Est-ce que là, ce que je vais apporter, je l'apporte avec intention ou est-ce que je l'apporte avec réaction? Donc ça, c'est le parler avec intention. Et le deuxième versant de cette carte, c'est l'énergie de la flèche. L'énergie de la flèche, c'est vraiment cette idée de, avant de prendre la parole, je vais bander mon arc. Avant de tirer ma flèche, je vais prendre le temps de vraiment la préparer. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment préparer la flèche? Quand je suis dans un grand groupe, il y a peu d'espace de parole, en fait, il y a peu de temps de parole. Donc, tous mes apports vont prendre du temps à l'ensemble des personnes qui sont présentes. Si je prends le temps de m'interroger sur comment apporter avec le plus de clarté possible, le plus d'intention possible, et en allant droit au but, ma prise de parole, je vais faire gagner du temps à tout le monde et je vais faire gagner en clarté l'espace. Moi, ce que j'aime bien avec cette idée de l'énergie de la flèche, c'est d'inviter en fait vraiment les personnes à dire c'est OK de lever la main, de prendre la parole et ensuite de dire j'ai besoin d'un petit temps pour me centrer avant d'apporter ma prise de parole. Pourquoi? Parce que souvent, il arrive que des personnes prennent la parole parce qu'ils ont eu un bout d'idée, ils n'ont pas encore eu le temps de la poser plus que ça, mais hop, ils vont commencer à dérouler le fil de leur pensée dans le groupe. Et donc, je me retrouve avec quelqu'un qui parle pendant 10 minutes parce qu'en fait, il est en train de tirer son fil devant le groupe et donc d'occuper l'espace de parole en tirant son fil de pensée. Alors, il y a plein de moments où ça peut être riche, où ça peut être fécond, où ça peut être intéressant. Il y a aussi beaucoup de moments où ça peut être fatigant et chronophage. Donc, l'invitation de l'énergie de la flèche, c'est de me dire, OK, est-ce que je peux prendre en fait peut-être 1 minute de silence pour me centrer avant d'apporter ce que j'ai envie d'apporter, pour prendre le temps de réfléchir à comment j'ai envie de l'apporter. Et une fois que je l'apporte, bam, ça va droit au but. Et parfois, 1 minute de silence, qui est bénéfique pour tout un groupe, ça peut permettre d'avoir une prise de parole qui dure 2 minutes au lieu d'une prise de parole qui dure 10 minutes. Une autre action qui est soutenante pour ça, c'est d'inviter la personne à l'écrire en bullet point sur son cahier. Donc, ça, vous l'aurez compris, moi, j'aime bien l'apporter dans des groupes où les personnes s'étirent en longueur dans leur prise de parole. Par contre, il y a un vrai risque à apporter ça dans un groupe de personnes qui n'osent pas trop prendre la parole, pour qui c'est compliqué. À un moment potentiellement où j'ai envie qu'ils apportent quelque chose un peu de l'ordre de l'émotionnel, qui se livrent un petit peu, en fait. Et dans ces moments-là, c'est soutenant d'éviter d'apporter ça tout de suite. Ça peut être aussi éviter de l'apporter dans un groupe qui n'a pas obligatoirement les codes, comment dire, les codes de la prise de parole qui sont enseignés dans certains milieux et notamment dans les écoles supérieures. La pensée en 3 sous-parties avec une prise de parole qui va vraiment droit au but et qui est très claire et très précise, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup enseigné dans les milieux les plus élitistes. Et ce n'est pas obligatoirement le cas dans tous les milieux. Donc, potentiellement, par exemple, si j'apporte ce genre de règles dans un groupe très mixte en termes d'éducation, je peux brider des personnes qui se sentent moins capables d'avoir une prise de parole en public. Donc voilà, ça c'est un peu mon warning, ma mise en garde sur la notion d'apporter ça n'importe où. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est vraiment prendre le temps de m'interroger sur quel est le groupe que j'ai en face de moi et quelle est son énergie. En général, je vais prendre peut-être le temps d'une session, d'une réunion et tâter un petit peu le terrain. Et si je sens que les personnes prennent très très bien la parole, voire beaucoup trop la parole, là, je vais la porter. Est-ce qu'il y a des clarifs, des réactions, des questions à ce sujet? Alors, question, tu parles d'apporter ces cartes, c'est un outil que tu utilises en facilitatrice ou bien c'est un outil qu'on peut concrètement utiliser nous-mêmes au sein d'un collectif d'après toi? Donc, oui, effectivement, moi j'appelle ça apporter ces cartes parce que c'est ce que j'utilise en tant que facilitatrice, mais c'est absolument un cadre que vous pouvez poser en collectif. Donc, j'y reviendrai beaucoup plus à la fin. Mais l'idée, c'est que tout ce cadre-là, c'est vraiment un cadre qui peut être posé et nourri en collectif. C'est encore plus puissant, en fait, quand c'est apporté dans un collectif parce que vous pouvez
le poser, prendre vraiment le temps de le poser longtemps, de le nourrir, mettre de la vie en fait derrière chacune de ces cartes, et ensuite l'activer régulièrement. Mais ça, je vais vraiment y revenir à la fin, mais ça s'applique en facilitation comme dans un collectif. Alors, les cartes suivantes, pour et pas contre et discussion fertile. Alors, je réponds juste à la question d'avant. Que faire si les 2 dernières cartes ne brident pas les monopolisateurs de parole qui visiblement ne souhaitent pas faire attention? Alors, je reviens sur celle-ci. Très, très intéressant comme question. Le fait de poser un cadre dès le début, c'est vraiment soutenant pour ça. Parce qu'une fois qu'il est posé, moi, je l'affiche carrément sur le mur. C'est-à-dire que j'arrive avec mes petites pancartes et je les colle sur le mur quand j'anime. Et à ce moment-là, quand la personne a fait une très, très longue prise de parole, donc soit au milieu si ça dure vraiment longtemps et que je suis pressée et que le groupe est pressé, soit à la fin, je vais prendre le temps de lui demander, OK, est-ce que tu as l'impression là que tu étais dans l'énergie de parler avec intention, dans l'énergie de la flèche? Je vais le ramener, je vais le renvoyer à ce cadre-là, je vais lui rappeler ça. Une petite question qui est soutenante pour ça, c'est quelle était ton intention là dans cette prise de parole? Si tu pouvais résumer quelle était ton intention là dans cette prise de parole. Ça, c'est un moyen, sans juger, en fait, vraiment en essayant d'accompagner la personne, de lui permettre de se recentrer. L'autre chose, c'est que moi, en tant que facilitatrice, je vais me permettre d'interrompre la personne et lui demander, OK, excuse-moi, là, j'ai du mal à suivre ta prise de parole. J'ai du mal à voir vers où tu vas. Ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que tu pourrais nous reclarifier ton intention et potentiellement résumer ton point en 2 phrases? Ça peut être une autre façon, en fait, d'accompagner la personne à faire ça. Autre chose, c'est de rendre visible la durée de temps de parole. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une réunion de 2 heures et que j'ai 30 personnes, alors là, de tête, ça va faire 60 minutes x 2, ça nous fait 4 minutes de parole par personne. Moi, j'aime bien rendre visible ça au début. C'est-à-dire de dire, là, on a 2 heures, ça veut dire que vous êtes 30, donc il y a 4 minutes de temps de parole par personne. Ça veut dire qu'en fait, une fois que vous avez parlé plus de 4 minutes, vous venez ronger le temps de parole de quelqu'un d'autre. C'est toutes ces petites choses qui vont permettre de créer de la conscience. Et c'est pour ça que la question de Mathilde était très pertinente, c'est-à-dire que c'est puissant d'utiliser ce cadre sur une animation, une réunion, mais c'est bien plus puissant de l'utiliser dans un collectif sur le long terme, parce que je vais pouvoir en fait utiliser cette pédagogie, cet accompagnement sur du beaucoup plus long terme et créer en fait cette co-responsabilité à l'intérieur du groupe où chacun va pouvoir soutenir les autres dans le fait d'aller vers cette posture de coopération. Voilà, Laetitia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je passe à la fiche suivante, du coup. Pour et pas contre et discussion fertile. Le pour et pas contre, c'est vraiment cette idée de l'énergie du premier pas. C'est-à-dire que moi, j'aime bien partir du principe que une proposition est suffisante. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une réunion où, en fait, tout d'un coup, il y a plein de... Donc, on a un problème, un sujet, et il y a plein de propositions qui arrivent au centre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va faire très simple. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, moi, j'aimerais bien manger des pizzas. Ah ben moi, je propose qu'on aille manger indien. Oh non, ça ne vous dirait pas plutôt d'aller faire chinois? Bam, 3 propositions au centre. Le pour et pas contre, c'est l'idée de se dire, en fait, dans un collectif, si je veux être efficace, l'idéal, c'est de prendre la première proposition qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui dit où est-ce qu'on mange ce soir? Moi, proposition, je vous propose des pizzas. OK, c'est la première proposition. On va faire ce premier pas ensemble. Pour et pas contre. Pour et pas contre, ça ne veut pas dire, par contre, si j'ai une grosse problématique avec ça, je ne peux pas l'apporter. L'idée, par contre, c'est de partir de cette proposition-là et de potentiellement faire des bonifications. Ah pizza, ouais, mais moi, je suis végétarienne et c'est toujours un peu compliqué à la pizzeria de trouver une pizza végé. Bonification, moi, je connais une pizzeria où ils font que des pizzas végé et on peut y aller ce soir, c'est ouvert. Bonification, on est parti de la première proposition et on avance dessus. L'autre option, ça aurait pu être qu'elles disent « Ah non, moi, je suis végé, du coup, j'aimerais bien qu'on aille manger plutôt indien parce qu'ils font des super trucs végé. » On se retrouve avec 2 propositions. Et là, on a besoin de commencer à débattre de tout ça. L'idée du pour et pas contre, c'est vraiment de se mettre dans cette énergie de
ça pourrait être mieux avec plutôt que ça pourrait être mieux si. Je ne sais pas si ça vous parle un peu cette idée-là. En gros, c'est comment est-ce que je peux partir de l'existant et avancer grâce à ça. Moi, quand je pose le pour et pas contre, pour moi, c'est aussi une façon de poser un mode de prise de décision. Le mode de prise de décision par consentement. Et du coup, ça, ce serait un très gros sujet à ouvrir, donc je vais pas l'ouvrir complètement, mais je vous en parle juste un tout petit peu. Le mode de prise de décision par consentement, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que je vais partir de ce qui existe, de la première proposition, et à partir de cette proposition-là, je vais apporter des bonifications. Et si jamais j'ai une véritable objection, une objection, ça veut dire que je sens un risque, soit pour moi, soit pour le collectif, soit pour le projet, un vrai risque, et bien là, je peux l'apporter et on va chercher à, en fait, avancer grâce à ça. Je ferme un petit peu cette parenthèse, mais en tout cas, l'énergie du pour et pas contre, c'est très, très puissant pour être efficace en collectif et ne pas se retrouver enseveli sous plein de propositions et en fait, passer beaucoup de temps à tergiverser sur en fait, toutes les propositions qui sont sorties plutôt que d'être efficace dans quelque chose de l'ordre du premier pas. Ça rejoint pas mal la discussion fertile. Je bois un coup. Discussion fertile, c'est encore dans cette idée d'être dans le pour ce qui est présent plutôt que d'aller uniquement dans le contre. Discussion fertile, avant, ça s'appelait pas de débat. C'était comme ça qu'elle s'appelait, notre carte. Mais quand je l'appelais pas de débat, elle faisait beaucoup de débat. Donc, on a décidé de l'appeler discussion fertile. L'idée de la discussion fertile, c'est comment est-ce que je peux me mettre, en fait, dans les 2 premières cartes qu'on a vues au tout début, parler en son jeu et l'écoute active. Comment est-ce que dans une discussion, je peux me mettre plutôt dans une énergie de apporter mon point de vue, ma vision du monde et être complètement à l'écoute du point de vue et de la vision du monde de l'autre. Avec cette idée que si je suis dans cette écoute-là, potentiellement, on va pouvoir se grandir l'un l'autre. Parce que le problème, quand j'essaie de convaincre, c'est qu'en général, quand moi j'essaie de convaincre, l'autre en face de moi essaie aussi de me convaincre. Donc logiquement, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'on a tous les deux des intentions différentes. Alors que si moi, mon intention, c'est simplement de venir partager ma vision du monde et d'être complètement à l'écoute de celle de l'autre, potentiellement, je vais beaucoup apprendre et je vais être dans une communication beaucoup plus entendable de l'autre. Donc ça, c'est le pour et pas contre et la discussion fertile. N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Sinon, je passe à la suite parce qu'il est déjà 19h. Je parle beaucoup trop. Vas-y, Pierrick. Oui, moi j'ai une petite question par rapport à, parce que ça m'arrive beaucoup en réunion, par rapport à des personnes qui sont très vives et qui parlent les premières très facilement, soit par habitude de le faire, soit par une espèce d'agilité à la parole que tout le monde n'a pas. Et donc cette histoire de pour et pas contre, je trouve ça très intéressant. Et en même temps, voilà, si quelqu'un arrive à poser son pion comme ça très rapidement, de façon répétitive, ça peut être assez compliqué. Alors, moi, pour ma part, par exemple, où je vais mettre toujours un peu plus de temps parce que j'ai du mal à être en tête de peloton. Et comment ça fait que voilà, le premier qui parle a quand même un avantage dans la discussion de cette façon-là. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Il y a 2 choses là-dessus. La première, c'est pour moi, le pour et pas contre, c'est une grosse invitation au lâcher-prise. C'est-à-dire que dans un collectif, il va y avoir des personnes qui vont plus vite. Potentiellement, ça peut m'aider à être carrément plus efficace. Sur certains sujets, j'ai besoin d'efficacité. Et donc, les personnes qui vont plus vite vont pouvoir apporter des solutions efficaces pour ça. Là où il y a une phase de créativité après, c'est qu'en fait, si moi, je suis potentiellement pas dans cette réactivité-là et hyper sur le vif, la phase de créativité, elle va être après, dans le temps de la bonification ou alors de l'objection. Si moi, en fait, ma façon de penser, elle est un peu plus lente, mais elle voit beaucoup plus large, par exemple, eh ben, je vais pouvoir apporter ça à ce moment-là, en travaillant sur ce qui est présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, le pour et pas contre, il implique aussi justement que pour des décisions un peu importantes, des décisions où
où en fait, l'objectif n'est pas juste d'avoir une réponse rapide, une idée rapide pour pouvoir avancer, mais qui demande un petit peu plus de réflexion. Prendre des vrais temps, ce que j'appelle moi des temps de centrage, c'est-à-dire des temps où chacun peut redescendre à l'intérieur de lui-même, se concentrer, se poser la question de est-ce que moi j'ai une proposition, est-ce que j'ai une idée si je fais le tour du sujet. Introduire ça, c'est très très important. C'est-à-dire en fait laisser l'espace pour que chacun puisse prendre le temps de formuler une proposition s'il en a une à formuler. Ça, c'est les 2 points que je vais apporter là-dessus. Est-ce que ça répond à ta question, Pierrick ? Oui, notamment cette histoire de temps de centrage m'intéresse beaucoup. Ça permet justement de repartir d'une même ligne à un instant donné. Et je retiens cette idée, vraiment. Merci. Je réponds juste à la question de Célia. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la discussion fertile. Ça rejoint un peu l'écoute active et bienveillante. Alors oui, donc la discussion fertile, c'est ce que je disais, ça rejoint l'écoute active et bienveillante et le parler en son jeu. Et c'est vraiment comment est-ce que je me mets dans cette énergie de ne pas être dans le débat avec l'autre, de ne pas être contre l'autre, mais bien d'être dans ce double jeu de je ne parle que de moi, je n'essaie pas de convaincre, je ne parle pas que de moi, mais ça vient de moi, de ma vision du monde, de mes sensations, de mes pensées à moi. Et je n'essaie pas d'imposer cette vision-là comme une vérité générale. Et je suis dans cette écoute active, curieuse et bienveillante. Donc effectivement, ça rejoint totalement ces 2 pensées-là. Alors, Lou, pour le pour et pas contre, la suggestion de prendre la première proposition et de construire autour me laisse penser que cela peut poser difficulté à ceux... Ah bah, du coup, ça a déjà été créé. Elle a répondu ça. Là, on est toujours passé en ce moment. Pour rejoindre et élargir la question... Alors, Laetitia, pour rejoindre et élargir la question de Pierrick, est-ce que le pour et pas contre ne risque pas d'inhiber celui qui n'a pas vraiment envie de la proposition, mais n'ose pas le dire, car la majorité a l'air OK? Alors, c'est ça qui est hyper riche et c'est encore une fois pour ça que c'est pertinent en fait d'avoir ce cadre qui a le temps d'être créé à l'intérieur d'un collectif. La pratique du consentement, donc ce que je vais apporter sur le pour et pas contre, la pratique du consentement, c'est quelque chose de difficile, de long à travailler, qui se muscle vraiment. Apporter une objection dans un collectif, c'est pas facile. Et c'est pour ça que prendre le temps de cultiver cette notion que l'objection est un cadeau, c'est très, très riche. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de cette notion d'objection. Donc, le pour et pas contre, c'est vraiment cette idée de il y a une proposition au centre, si elle me va, je laisse passer. Si j'ai vraiment des bonifications qui vont faire qu'elle va être mieux, je peux les apporter. Et je n'apporte de vraies prises de parole que si je sens que j'ai une objection fondamentale. Une objection, ça veut dire que je perçois un risque pour moi, pour le groupe ou pour le projet. Et ce qui est très riche, c'est de conscientiser que l'objection est un cadeau. C'est-à-dire que si je n'apporte pas cette objection, si j'ai perçu un risque et que je ne l'apporte pas au groupe, je laisse le groupe aller vers le mur. Et donc, c'est très, très puissant en fait, de cultiver ça dans un collectif, cultiver cette idée que l'objection est un cadeau. Et c'est pour ça que ça prend du temps en fait, d'apporter toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, si c'est juste pour une journée, je vais apporter que certaines choses. Si c'est juste pour une réunion, je vais apporter que certaines choses du cadre. Par contre, si j'ai du temps, si je sais que mon collectif il s'étend sur des années et des années, ou même juste quelques mois, je vais prendre le temps de la pédagogie autour de ces sujets-là. Et par exemple, une bonne façon de le faire, c'est de mettre en valeur quand quelqu'un a apporté une objection, de le mettre en valeur. Merci pour cette objection. Oh là là, c'est puissant que tu nous apportes cet angle mort. Merci d'avoir osé faire ça. Et en fait, au fur et à mesure, en incarnant cette notion que l'objection est un cadeau, je vais pouvoir venir donner confiance à toutes les personnes pour les apporter. Voilà, j'avance parce que le temps file. Les 2 dernières cartes, c'est la co-responsabilité et la confidentialité. Alors, je vais commencer par la co-responsabilité. La co-responsabilité, pour moi, c'est quelque chose de primordial à apporter dans un groupe. Je suis désolée, je reviens en fait sur le pour et pas contre parce qu'il y a quelque chose qui me paraît super important à apporter. Le pour et pas contre, c'est très, très difficile parce que ça implique de lâcher une idée très fortement ancrée en nous, en général,
tout cas souvent en moi, qui est « mon idée est la meilleure ». Mon idée est la plus logique, mon idée est la plus simple. Évidemment que mon idée est mieux. Et c'est ça qui est difficile à lâcher, en fait. C'est que l'autre a apporté une proposition et moi, je suis là, ouais, mais mon idée, elle serait quand même mieux. Mon idée, elle serait quand même mieux. Bah oui, peut-être qu'elle serait mieux. Et alors, en fait, le temps pris à proposer son idée, à comparer les deux idées, etc., c'est un temps monumental de perdu. Et en fait, potentiellement, tu vas tester l'idée de l'autre et elle va fonctionner très bien. Donc, c'est vraiment cette idée de comment je peux déjà lâcher prise aussi sur mon besoin d'apporter mon idée à moi et lâcher prise sur la perfection. Voilà, je voulais juste apporter ce petit point-là. Je reviens sur donc co-responsabilité et confidentialité. Donc, la co-responsabilité, c'est vraiment cette idée que dans un collectif, tout le monde est co-responsable de ce qui se passe. Et la première chose dont je suis responsable, c'est de moi-même. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un groupe, j'arrive avec une certaine énergie, une certaine intention, un certain enthousiasme. Et cette énergie, elle va avoir un impact sur le groupe, c'est sûr. Si je suis en joie, je vais apporter de la joie et du dynamisme. Si je suis triste, je vais apporter quelque chose de plus lourd. Et si je suis méga en colère, je vais apporter de la tension et du stress autour de moi. Je suis responsable de cet impact. S'il y a une énergie pourrie dans un groupe, chaque personne en est responsable. Et chaque personne peut venir en fait tenter de remettre de l'énergie. Si tout le monde est en retard dans un collectif, chaque personne en fait est responsable de ça. Donc, c'est comment je remets au centre ces notions de co-responsabilité qui sont, par exemple, souvent oubliées dans les collectifs où il y a des facilitateurs, des facilitatrices. C'est-à-dire des personnes qui prennent le rôle de la gestion du contenant et donc auquel, en fait, les participants vont juste laisser reposer tout sur eux. Un peu cette idée que c'est comme si, comme c'est moi qui organise la réunion, je peux faire en sorte que tout le monde soit à l'heure, je peux faire en sorte que tout le monde soit dans une écoute active et bienveillante, je peux faire en sorte que les gens aient préparé leurs points. En fait, non. Toutes ces choses-là, elles se font si chacun se sent co-responsable de ce qui se passe. Donc, la co-responsabilité. Et le dernier point, c'est la confidentialité qui s'applique à plein d'échelons différents, avec une rigueur plus ou moins forte en fonction de l'espace. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir en conscience qu'il y a beaucoup d'espaces où la confidentialité s'applique. Si je suis dans un échange en une personne, en binôme, en fait, juste à deux avec quelqu'un et qu'elle me partage quelque chose de très fort, moi, je pars du principe que c'est confidentiel. Si je suis dans un cercle où des émotions fortes sont partagées, je vais partir du principe que ce qui s'est passé ici appartient à ce cercle, sauf si la personne a exprimé qu'elle était OK que ce soit partagé plus largement. Tout ça, en fait, ça va permettre le partage et la confiance. Si j'ai confiance qu'en fait, les personnes autour de moi vont s'exprimer en leur jeu sans essayer de m'imposer leur vision du monde en écrasant une vérité générale sur moi. Si j'ai confiance que quand je m'exprime, je vais être écoutée avec attention, avec curiosité, avec l'envie de me rejoindre et pas de me juger. Si j'ai confiance que les personnes autour de moi vont essayer de s'exprimer du mieux possible avec intention, dans l'idée de soutenir, de supporter le groupe. Si j'ai confiance que la personne en face de moi est en toute souveraineté de partir quand le temps est trop difficile pour elle, quand c'est trop émotionnel, quand elle est trop fatiguée et qu'elle va être assez grande en fait pour prendre sa décision par elle-même, en co-responsabilité. Je vais pouvoir m'ouvrir vraiment au partage, à du partage sincère. C'est ça que ce cadre y permet. Le fait d'ouvrir au partage, ça permet la dernière règle, donc celle qui est en haut, en vert, elle est en verte parce qu'elle est très très importante. Elle permet cette dernière règle qui est le rendre visible. Si je peux rendre visible mes blocages, mes tensions, si je peux rendre visible ce qui se passe dans le collectif, si je peux rendre visible ce que je fais, ce que j'ai prévu de faire, je peux éviter énormément de tensions à l'intérieur du collectif. Si en fait, à chaque fois que je sens qu'il y a une problématique, je peux immédiatement, j'ai confiance dans le groupe pour partager, pour dire tout de suite ce qui se passe. Je peux la régler très très rapidement plutôt qu'à laisser se nécroser en fait. Donc voilà, ça c'est les dernières règles du cadre. Donc partage et confiance, ce ne sont pas des règles parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent s'imposer. Partage et la confiance, c'est en bleu parce que c'est ce qui est permis par le cadre.
Et le rendre visible, c'est un petit peu la règle finale, la règle phare, qui est en fait aussi permise par le reste. Est-ce que vous avez des questions là-dessus encore? All right. Alors, la dernière chose, c'est le métacadre. Donc, en vert, encore une fois, parce que c'est le cadre du cadre. Ouh là là, on fait des cadres de tout. Le cadre du cadre. La première chose, c'est que de ce cadre, chacun, chacune en est garant, garante. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça m'arrive souvent dans un cercle d'avoir des personnes qui me disent « mais là, tu ne tiens pas le cadre, attends, mais tu ne te réfères pas à ça ». Et en fait, en facilitation, moi, j'ai un rôle. Mais l'ensemble du groupe a un rôle. C'est-à-dire que si je sens que là, la personne en face de moi ne parle pas en son jeu et que ça m'active, je suis garante de lui rappeler. Je suis aussi garante de m'appliquer cette règle à moi-même. Ça reste la première garantie que je peux apporter. Si je sens que là, on est dans une énergie globale de contre, pas du tout dans le pour, que tout le monde est en train d'amasser ses propositions, si je sens que plus personne ne s'écoute, en fait, je suis co-responsable, je suis garante du fait de prendre un peu de hauteur, de demander la parole et de dire « écoutez, moi là, ce que j'observe dans le groupe, c'est ça. Est-ce que ça vous dit qu'on revienne en posture de coopération? Je vous rappelle le cadre, c'est celui-là. Chaque personne qui est présente est garante de ce cadre. C'est ça qui fait qu'il fonctionne. » Et la dernière chose, c'est que ce cadre, il est évolutif et opposable. Donc ça, c'est ce que je vous ai apporté un petit peu au début. Un cadre, c'est là pour répondre à vos besoins. C'est-à-dire que là, le cadre que je vous ai apporté, il est très, très large. Peut-être que dans votre collectif, vous n'avez pas tous ces besoins-là. Ou peut-être que vous avez d'autres besoins. L'important d'un cadre, c'est qu'il vienne répondre aux problématiques vraiment que vous vivez à l'intérieur de votre collectif. À la base, là, pendant cette vidéo, et heureusement que je n'ai pas fait ça parce que clairement, je n'avais pas le temps, j'avais envie de vous faire un petit exercice pour vous permettre de vous interroger sur quels sont mes blocages, moi, quand j'évolue dans un collectif, quand j'évolue dans un groupe, et ensuite de réfléchir aux solutions qu'il y a par rapport à ça. C'est un bon moyen d'apporter un cadre dans un collectif. En fait, ça me permet de venir tirer, c'est quoi les problématiques qu'on a? Ok, je ne me sens pas écoutée. Peut-être que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une proposition, elle passe à la trappe et en fait, on n'écoute jamais ce que j'apporte. Donc, ça peut être des petites problématiques comme ça qui ressortent et qui font que la personne ne se sent pas en capacité vraiment de participer dans ce collectif. Partir de ces problématiques-là pour ensuite créer un cadre pour y répondre ou apporter des cartes qui vont y répondre, ça vous permet vraiment de ne pas être hors sol, de ne pas venir plaquer quelque chose, mais au contraire de venir nourrir, répondre aux besoins qui sont vraiment présents. Et donc, c'est pour ça qu'il est évolutif. C'est-à-dire que si dans mon collectif, les besoins évoluent, les problématiques évoluent, je peux faire évoluer mon cadre en fonction. Et la dernière chose, c'est qu'il est opposable. Parce que dans la dynamique, en tout cas pour moi, du pour et pas contre, et donc la pratique du consentement, ça fonctionne si à tout moment, si je perçois un risque dans quoi que ce soit qui est fait dans ce collectif, je peux apporter une objection. J'ai confiance que je peux apporter une objection. Et donc, c'est très important que le cadre, lui aussi, je puisse lui apporter une objection et dire, en fait, moi, parler avec l'énergie de la frélèche, je ne suis plus du tout à l'aise qu'on ait ça dans notre cadre parce que ça bloque trop de personnes pour s'exprimer. Donc, j'ai besoin, j'ai identifié le risque, ça bloque trop de personnes pour s'exprimer et on est en train de perdre des membres du collectif et de perdre des idées potentiellement brillantes. J'ai identifié ce risque-là, donc j'apporte une objection, j'ai besoin qu'on fasse évoluer le cadre. Donc ça, c'est le cadre du cadre. Pour clôturer tout ça, un cadre, ça fonctionne si chacun s'y engage. C'est-à-dire que maintenant que je vous ai présenté tout ça, vous avez une vision globale du cadre. C'est bien mignon, je l'ai posé, tout le monde l'a regardé. Oui, c'est très bien, merci madame. Bon, maintenant on peut passer à notre réunion, vous êtes bien mignonne. Non. Je prends le temps de valider avec chaque personne qu'elle s'engage à respecter ce cadre, à faire de son mieux pour respecter ce cadre. Respecter ce cadre, ça veut dire d'abord se l'appliquer à soi-même du mieux possible. Alors, l'idée n'est pas d'être un super-héros, une super-héroïne et de réussir direct, tout de suite, à tout faire parfaitement. Parler en son jeu, ça prend du temps. Et donc, pour et pas contre, ça prend du temps parce que instinctivement, j'ai envie d'apporter ma proposition, j'ai envie d'y aller. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que chacun s'engage à faire de son mieux, à essayer, à tendre vers ça. Quand je fais une formation d'une semaine,
je vais vraiment faire un tour de cercle où chacun va prendre le bâton de parole et dire, moi, en conscience de ce cadre, je m'engage à faire de mon mieux pour essayer de m'inscrire à l'intérieur de cet espace de liberté. Et si jamais vous avez des retours à me faire pour m'aider à progresser là-dedans, n'hésitez pas à en faire. Bon, chacun formule comme il veut et ce qui est vivant pour lui. Mais ce tour d'engagement, ça crée quelque chose de très puissant parce que ça permet à chacun de conscientiser qu'il s'est engagé dans un espace de liberté, il s'est engagé dans ce cadre. Quand j'ai moins de temps, je vais faire un engagement par prise de... Enfin, en demandant à tout le monde de faire des gestes comme ça, par exemple, pour me dire qu'ils sont d'accord avec ce cadre. Ou alors, je vais demander, est-ce qu'il y a une objection à ce cadre? Ou alors, je vais regarder chaque personne en demandant, est-ce que c'est bon pour toi? 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 Pour être sûr que chacun conscientise qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est posé comme ça et qui concerne vaguement tout le groupe. C'est quelque chose qui concerne chacun et chacune d'entre nous. L'affichage visible, c'est aussi extrêmement important. Dans une réunion, moi, je vais l'avoir accroché. Ça va être posé sur le mur. Tout le monde peut le voir pendant toute la réunion. À n'importe quel moment, je peux revenir pointer vers ça. Mais dans un collectif qui évolue sur du long terme, c'est aussi très, très puissant. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est que parfois, j'ai un collectif qui ne vit pas ensemble, qui n'a pas des lieux communs. Donc, s'il n'y a pas de lieu commun, c'est comment est-ce que je fais en sorte de le rappeler régulièrement, de le rendre visible, le remettre au centre régulièrement. Pour ça, ce qui est très puissant, en fait, c'est de le rappeler à chaque réunion. Nous, à chaque réunion qu'on fait, on reprend un temps pour reposer le cadre. Ça peut être très, très rapide. Ça peut être de dire, OK, pour cette réunion, quelles sont les problématiques qu'on a? Comment est-ce que... quelle carte, de quel item on a besoin aujourd'hui pour notre réunion? Et là, moi, je vais pouvoir dire, par exemple, moi, je sens que ça va être des propositions compliquées, donc j'ai besoin qu'on soit vraiment dans l'énergie du pour et pas contre. Je ne sais pas, mon collègue va pouvoir dire, en fait, là, je me sens assez dispersée, donc j'ai besoin qu'on parle tous avec intention et que vous m'aidiez à me recentrer là-dessus si jamais moi, je sors un petit peu de ça. Donc voilà, ça va être en fait de poser les éléments dont on a besoin à ce moment-là. Encore une fois, c'est ça qui est puissant, c'est quand ça répond à des besoins présents. Mais ça peut être aussi, si je suis dans un collectif sur le long terme, de prévoir, je ne sais pas, une brique d'1 heure par semaine où je vais venir en fait mettre de la vie dans ce cadre. C'est-à-dire prendre 1 heure toutes les semaines pour réinterroger le cadre. OK, comment est-ce qu'on évolue là-dedans? Qu'est-ce qui est vivant ici? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait prendre une demi-heure pour définir ensemble ce que veut dire la bienveillance? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et en fait, tous ces petits moments, ça va vous permettre de garder le cadre vivant, que ce ne soit pas quelque chose de mort et puis qui prend la poussière dans un placard. Parce que si vous le posez juste une fois et qu'ensuite c'est oublié, ça ne sert vraiment à rien. C'est quelque chose qui doit être nourri régulièrement. Ce qui est important aussi, c'est de continuer à nourrir le collectif dans sa légitimité à s'y référer. Il n'y a rien de plus puissant en fait que de pointer du doigt les moments où on en a le plus besoin. Ça permet de venir sourcer ça. Donc, par exemple, je fais une proposition et quelqu'un d'autre en fait une par-dessus. C'est le meilleur moment pour montrer le pour et pas contre. Je laisse un petit peu de temps pour qu'on commence à s'embrouiller, à comparer, à perdre plein de temps autour de comment démêler ces deux propositions. Et ensuite, je pointe du doigt. En fait, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'énergie du pour et pas contre parce que j'ai fait une proposition et puis il y a une deuxième contre-proposition dessus. Est-ce que ça vous dirait qu'on essaie de revenir simplement au pour et pas contre, on prend une seule proposition et on avance là-dessus? Et en fait, le fait d'utiliser un moment où ça a été problématique, ça va vraiment permettre d'avoir un exemple sur lequel baser la règle. Et donc, de mettre vraiment du contexte derrière ça. Voilà, donc j'ai à peu près fini. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas simple, ce n'est pas naturel, toutes ces règles. Ça peut paraître très peu spontané au début, c'est normal. Moi, j'aime bien parler d'un costume de coopération. Quand j'entre dans un cercle, dans une réunion, dans un temps collectif, j'imagine que j'enfile mon costume de coopération, vraiment, avec toutes ces règles-là. Et au début, mon costume de coopération, il était vachement étroit et il n'était pas très confort. Et puis au bout d'un moment, à force de le pratiquer, je suis de plus en plus à l'aise dedans, il est de plus en plus naturel. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout. Il est 19h20. Pour aller plus loin, je vous mets un petit peu là les
les ressources que vous pouvez avoir sur le site de Fertile. Il y a un onglet qui s'appelle Ressources. Dans cet onglet, vous pouvez retrouver tout. Donc, je vous les enverrai par mail demain. Et dans cet onglet, vous pouvez retrouver tout l'espace de liberté. On a 2 formats. Un format avec des grandes règles que vous pouvez imprimer pour poser, coller sur votre mur. Ou alors un format petite règle où vous pouvez l'imprimer et le découper. Et ça vous fait un petit jeu de cartes. Et il y a d'un côté les dessins et de l'autre côté l'explication de la règle, ce qui vous permet en fait de l'utiliser très très facilement et rapidement. Donc ça, c'est disponible en Creative Commons sur notre site. Voilà, vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don parce que toute cette création de ressources est faite bénévolement actuellement. Donc vous verrez en haut, il y a de quoi faire un don pour ça. Est-ce qu'il nous reste 10 minutes? Est-ce que vous avez des questions là qui vous restent après tout ça? C'était très, très dense. Je suis désolée, je ne pensais pas que je prendrais aussi longtemps. Mais c'est très bien. Oriane, comment fonctionner avec un collectif si ce dernier ne souhaite pas définir de cadre commun au sein de la vie quotidienne et que je suis la seule à le souhaiter? Cela m'est arrivé il y a quelques semaines dans un lieu. Puis comment garder une certaine forme de spontanéité quand toutes les personnes du groupe n'ont pas les mêmes fonctionnements en groupe? Par exemple, certains recherchent plus de lâcher prise sur les règles et d'autres ont besoin de clarification, inclusion, consentement. Enfin, malgré l'intention d'être bienveillante, comment transmettre un ressenti, un regard sur le fonctionnement d'une personne quand j'ai l'impression que celle-ci se sent vite jugée, blessée ou dans la réaction? Merci. Alors, la dernière question, je réponds rapidement. Malgré l'intention d'être bienveillante, comment transmettre un ressenti, un regard sur le fonctionnement d'une personne? Je vous invite à venir sur la visio qui traitera du feedback. Je ne sais plus la combienième c'est, mais ça doit être la 4e. Je ne sais plus exactement quelle date c'est. Vous pouvez retrouver ça au même endroit que là où on était là. Là où vous avez trouvé le lien pour ici. Et là, on traitera entièrement de comment faire un feedback vraiment bien construit à quelqu'un, ce qui est effectivement très, très important dans un collectif. Donc, comment fonctionner avec un collectif si ce dernier ne souhaite pas définir de cadre commun? Pour moi, il y a plusieurs façons d'apporter un cadre. La première, c'est d'incarner ce cadre. C'est-à-dire que si moi, déjà, je me l'applique à moi-même au maximum, ça va faire tache d'huile, ça va potentiellement diffuser ce que j'ai envie de transmettre. Ça, c'est une première façon de le faire. La deuxième façon, c'est celle que je vous ai apportée, en fait. C'est prendre un temps pour permettre au collectif de tirer quelles sont mes problématiques, qu'est-ce qui me bloque dans un groupe. Et ensuite, potentiellement, venir dire, là, moi, pour ça, je vous propose de fonctionner, je vous propose de tester, d'utiliser ça. Donc, ça peut être apporté, en fait, tout doucement. La dernière façon, et là, c'est un peu plus compliqué de vous l'apporter rapidement là, en fait, c'est de créer des espaces qui leur font vivre cet espace sans le poser clairement. Donc, c'est un peu ce que je vous ai apporté au tout début avec cette idée de je fais un binôme et il y en a un qui parle pendant 2 minutes et l'autre qui parle pendant 2 minutes. Et comme ça, je pratique le parler en mon jeu et l'écoute active. Et il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre de faire vivre ça un collectif. Mais là, ça me prendrait beaucoup de temps de vous les présenter. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir à une formation pour l'expérimenter. En 1h30, c'est un petit peu court pour vous apporter ça. Voilà, la dernière chose en fait que je peux t'apporter, c'est d'essayer de prendre le temps de la pédagogie là-dessus, en apportant peut-être justement cet autre nom qui parfois est plus ouvrant, c'est-à-dire l'espace de liberté. Et notamment, c'est ce premier exemple que je vous ai donné sur la notion de cadre implicite et de cadre explicite. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très important, ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que mettre un cadre, ça enferme, mais en réalité, il y a quasiment toujours un cadre dans les interactions sociales. Même s'il n'est pas rendu visible, il y a toujours un cadre. Moi, quand j'arrive dans ma famille, la règle, c'est que la personne la plus âgée a autorité et peut prendre la parole. Bon, je dis ça alors qu'il y a des gens de ma famille, je crois, qui sont là, peut-être qu'ils ne vont pas bien le prendre. Mais... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quelles que soient les interactions sociales, il y a des règles. Il y a des règles, c'est juste qu'elles ne sont pas rendues visibles. Et ça, je trouve ça très, très important à apporter à un collectif qui n'a pas envie de poser un cadre. Et alors, la dernière question, c'était comment garder une certaine forme de spontanéité quand toutes les personnes du groupe n'ont pas les mêmes fonctionnements en groupe.
J'arrive pas trop à comprendre cette question, j'avoue. Je ne sais pas si tu veux la reformuler, Oriane. Tu peux prendre la parole si tu veux. Je ne sais pas si tu es encore avec nous. Bon, et bah si n'y a pas plus d'infos là sur la question, est-ce qu'il reste d'autres questions? Ah, Moi, mince. j'avais. Ouais, Sophie, je t'écoute. Ouais. Juste, moi, je me pose la question quand tout ça, c'est en considérant un collectif où tout le monde a un peu la même place, la même légitimité, mais effectivement, dans un collectif, des fois, tu as un président d'asso, des salariés, etc. Et du coup, enclenche la question de voilà, le cadre est peut-être encore plus important à définir, puisque est-ce qu'un salarié peut quitter la salle quand vraiment c'est insupportable? Est-ce qu'un salarié a autant de temps de parole qu'un qu'un président, qu'un bénévole, voilà, etc. Donc, c'est sûr que après, il y a toute cette nuance, je pense, de la place de chacun, en fait. Et comment redonner la place à chacun, à mettre à niveau, peut-être pour en prendre compte en définissant le cadre sur la place de chacun par rapport à ce qu'il fait là dans ce collectif, quoi. Complètement, merci beaucoup. Je précise juste quelque chose. Je n'ai pas parlé d'égalité du temps de parole et pour moi, c'est important. Je ne trouve pas ça pertinent ou essentiel. Dans certaines réunions, pour moi, il y a des gens qui ont plus de choses à dire que d'autres et c'est normal. Et ça ne me dérange pas du tout. Par contre, effectivement, comment apporter ça dans un milieu où il y a de la hiérarchie, en fait? Voilà, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup dans un milieu où il n'y a pas de hiérarchie, mais quand il y a de la hiérarchie, c'est aussi très, très pertinent. Je laisserai bien la parole à Alice, qui a elle-même apporté un cadre dans son collectif. Je ne sais pas si tu es là, Alice, si tu nous entends ou pas. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Est-ce que tu veux partager un peu là-dessus? Écoutez, je trouve que la question est très, très pertinente parce qu'effectivement, nos formats de fonctionnement, nos réunions professionnelles nous invitent à respecter bien des règles, mais pas du tout celles que Cassandre vient de partager. Là, l'esprit, puisque moi, j'ai eu la chance de participer à un stage de la PACO, c'est de porter doucement et sûrement les règles. Dans l'idéal, une connivence positive avec la hiérarchie, si on peut l'embarquer, c'est encore mieux, pour pouvoir aider justement à construire une coopération un petit peu plus équilibrée, ou en tout cas des relations plus équilibrées, et engager la coopération que Fertile et la PACO appellent de leur vœu, et nous tous d'ailleurs dans nos systèmes. Donc moi, je pense que ce qui vient d'être exposé, ça fait appel à beaucoup de choses qui nous sont propres et intimes et qu'on vit professionnellement, et on vit les difficultés selon les situations qui ont été évoquées, tous les cas pratiques là, et ont été très bien décrits. Et je pense que finalement, ça, comme l'a dit Cassandre, petit à petit, ça nous donne des outils pour pouvoir faire entrer dans ces collectifs-là peut-être des manières différentes de voir. Et effectivement, nous, on l'a mis en place dans un comité de direction. Là, on est en train, mais pour être honnête, sans vraiment le dire. On procède par étapes, et dans l'esprit aussi peut-être de faire un stage de coopération à terme. Voilà. Merci de votre écoute. Je rebondis juste un tout petit peu dessus. En fait, pour moi, l'idée, c'est justement comment l'apporter effectivement pas à pas. J'appelle ça en girafe masquée. Moi, girafe, c'est référence à la girafe de la communication non violente. Donc, comment est-ce que j'avance en fait masquée pour apporter ça doucement et potentiellement, effectivement, il y a certaines règles qui sont plus difficiles à apporter dans un milieu hiérarchique que d'autres. Donc, aussi voir un peu quel est le contexte et les apporter doucement une à une. Mais pour moi, parler en son jeu, parler avec intention, parler avec l'énergie de la flèche, être dans l'écoute active, ce ne sont que des choses qui sont pertinentes en fait à apporter, même dans un milieu hiérarchique. Et pour moi, il n'y a pas de raison que la hiérarchie change ça. Celle qui porte effectivement plus à question, c'est souvent la souveraineté. Mais en fait, je trouve ça effectivement très, très puissant de remettre ça au centre. C'est-à-dire que si pour un employé, si pour un salarié, une situation est insupportable et qu'il a besoin de partir, c'est un peu inhumain en fait de considérer que cette personne ne pourrait pas quitter la salle. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Non, mais complètement, j'entends bien.
Mais pour ça, voilà, c'est hyper, il est 30, je dois me libérer normalement. Ce que je propose, c'est un petit temps de clôture. Je vous propose de m'écrire dans le chat avec quoi ou de prendre la parole comme vous le sentez, en me disant avec quoi vous repartez de ce temps-là. Déjà pour voir si si ça a permis un petit peu de transmission et si ça a été utile ou pas. Et puis s'il y en a qui veulent rester un peu, moi je suis encore dispo une demi-heure pour répondre à un peu plus de questions. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent continuer à discuter, c'est possible après. Mais avant ça, ouais, si vous pouviez m'écrire dans le fil de discussion ce avec quoi vous repartez, ça me serait très nourrissant. Yes. De l'espoir, de la joie et de la motivation pour me lancer dans le collectif participatif et pourquoi pas à mon boulot. Marjo. Claire, un cadre de réflexion, merci beaucoup. Lola, je repars avec des arguments pour le fait de poser un cadre avec la certitude personnelle que c'est vraiment primordial dans beaucoup de temps en groupe. Cédric, plein de petites astuces très intéressantes et l'envie de les appliquer. Alice, format pas facile, mais enseignement bien pertinent. Merci encore. Pierrick, je repars avec des précisions précieuses sur certaines cartes. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Désolée, effectivement, je pense que c'était pas le plus simple pour moi comme format, mais j'espère que j'ai quand même réussi à vous transmettre certaines choses. Et du coup, ceux qui veulent, n'hésitez pas à rester pour un peu plus de questions et creuser un petit peu plus loin. Clémence, des idées très nouvelles pour moi que je vais essayer de penser au quotidien. Laetitia, plein de clés pour optimiser ma relation aux autres et mettre ça en pratique en collectif. Surtout a posteriori la compréhension de ce qui a pu se jouer dans des expériences passées. Super, merci pour tous ces retours. Merci Cassandra et à bientôt. Au revoir. Au revoir.